Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Que faut-il vous souhaiter pour 2026 ? De comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est vraiment... j'avais eu... J'espère, parce qu'on vous a invité pour ça. Hein. Non, mais j'avais eu aucun mal à prévoir la défaite de l'Occident. Là, impeccable. Comme je dis, prédiction d'escafé réalisée. Mais par contre, le processus de dislocation qui est en cours est quelque chose qui demande de l'adaptation parce qu'il se passe toutes sortes de choses surprenantes. Est-ce que ce qui se passe autour du Groenland est un des symptômes de ce que vous décrivez comme ce processus de dislocation ? Alors, c'est intéressant, le Groenland, parce que c'est une sorte de point ultime, quelque chose qui dit l'ultime vérité. Moi, je pense qu'on est en train de vivre quelque chose qui, au stade actuel, plus doux, mais qui ressemble à la dislocation du communisme. C'est-à-dire, c'est pas simplement une chute de puissance de l'Occident. Ouais, mais ça c'est la réalité, ou bien c'est quelque chose que la grille Todd essaye de... Non, mais vous allez juger. Vous allez juger. Mais donc, et je pense que l'une des caractéristiques de l'époque, c'est la perte de repères, mais une perte de repères dont on n'est pas complètement conscient. Et donc, ce qu'on vit, c'est un retournement des alliés les uns contre les autres. Et on peut trouver des éléments de rationalité dans ce qui s'est passé ailleurs dans le monde. Mais là, pour le Groenland, avec le Groenland, on sait que l'Occident est en train de devenir fou. Parce que le Groenland, son occupation formelle ne présente aucun intérêt. Il y a une base américaine, les Américains font ce qu'ils veulent. Le Danemark est l'un des alliés les plus... C'est même pas un allié, c'est un instrument de contrôle américain en Europe. La NSA, la National Security Agency, a son centre de surveillance des dirigeants européens à Copenhague. Et ils éprouvent le besoin. Et puis on voit les Européens envoyer des soldats pour eux. Et c'est justement la question du jour, Emmanuel Todd. C'est la question du jour sur le site du Figaro. Approuvez-vous l'envoi de militaires français pour une mission au Groenland ? Je vous ai sous la main, je vous pose la question. Ah non, moi je suis historien, je n'ai ni à approuver ni à désapprouver. Ce qui est important, vous engagez pas. Non, ce qui est important, c'est de voir la signification de ça. C'est-à-dire que l'OTAN est sous commandement américain. Le Groenland est de fait déjà contrôlé par les États-Unis. Trump revendique une possession formelle du Groenland. Les plus fidèles alliés doivent envoyer des troupes là-bas. On sait que l'Occident est en train de perdre les pédales. Mais ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, mais prendre parti, ça ne me... Justement, l'essayiste et sociologue Mathieu Bock-Côté vient de signer un essai retentissant. Il conclut au divorce entre deux Occidents. De quel Occident, vous, Emmanuel Todd, êtes-vous le plus proche ? Celui de Donald Trump et de Viktor Orban, ou celui d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen ? Non, moi, je suis un personnage archaïque. Je suis un fidèle de la France des 30 Glorieuses. Pour le reste, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire être un fidèle de la France des 30 Glorieuses ? C'est-à-dire d'un capitalisme régulé par l'État social, avec un respect des libertés, des élections qui ont un sens. Je suis attaché à la démocratie libérale. Mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui en France ? C'est-à-dire simplement, il y a des formes différentes de décomposition de la démocratie libérale. Il y a les États-Unis, qui sont une société engagée dans un processus de régression dont on n'a même pas idée et qui s'accentue sans cesse. Le taux d'analphabétisme des jeunes de 16-24 ans entre 2017 et maintenant est passé... C'est l'un des points très intéressants de votre livre, de 17 à 25%. C'est un monde analphabète. La dégradation du commerce extérieur américain continue. Maintenant, les États-Unis sont en déficit agricole. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. La réindustrialisation ne se produit pas. Donc il y a des forces de fond dont une composante fondamentale est une immoralité qui émerge à travers Trump. Donc il y a des États-Unis dont les gens n'ont même pas idée de ce qu'ils vont devenir. Et puis, il y a la crise en Europe. Vous ne croyez pas au rêve trumpien du « Make America Great Again » ? Non, mais l'une des choses qui explique la virulence agressive de Trump au Venezuela, en Iran et au Groenland, c'est qu'il a renoncé. C'est-à-dire que Trump avait le choix entre une stratégie de retour à la production,
par encouragement à l'industrie, par le protectionnisme, qui n'est pas une mauvaise chose. Moi, je suis protectionniste. Simplement, pour faire un protectionnisme efficace, il faut une population active compétente. Ils n'ont pas les techniciens, ils n'ont pas les ingénieurs, ils n'arrivent pas à produire. L'excédent commercial chinois n'a jamais été aussi important. Et je pense que là, ils sont dans une stratégie de reflux impérial, d'essai de retardement, mais avec l'idée d'un retour ou d'une concentration sur la prédation. C'est pour ça qu'il y a cette obsession pétrolière qui sort tout le temps. L'idée, c'est de voler, en fait. Ça n'est pas de produire. Vous voyez ? Et donc, précisément, on a évoqué d'un mot la question du déficit agricole. On n'avait pas parlé avant, mais que vous inspire justement le débat et la polémique sur le Mercosur, surtout à vous, puisque vous venez de dire que ça ne vous gênait pas de dire que vous étiez protectionniste? Pour moi, en termes d'analyse, ça a surtout révélé l'absence totale de contrôle de la France sur l'Europe. C'est-à-dire que l'une des caractéristiques de la situation de la crise européenne, donc il y a une crise de l'Union européenne qui est autre chose que la crise des États-Unis, il y a une crise de toutes les sociétés européennes engagées également dans la même guerre contre la Russie, qu'on est en train de perdre. Mais peut-être les dirigeants français ou les politiques français ou les journalistes français sont les seuls à parler de l'Europe, l'Europe, l'Europe. L'Europe, ça n'existe pas. L'Europe, ça a changé de nature. Maintenant, c'est un système qui est passé depuis la crise financière de 2007-2008 sous contrôle allemand, avec cette particularité que les Allemands ne savent pas où ils vont. Donc on est un continent contrôlé par une très grosse puissance économique, mais cette très grosse puissance économique est complètement perdue. Alors, à l'époque de Scholz, le social-démocrate, il y avait encore un élément de freinage des impulsions américaines vers la guerre, avec Merz, qui est arrivé au pouvoir en mai, si mes souvenirs sont exacts, avec une approche plus belliciste. Je pense que les Allemands sont dans un état. Les Allemands sont des gens qui aiment l'ordre. Les Allemands sont des gens qui aiment l'ordre et la discipline. Et je pense que le comportement de Trump, auquel ils aimeraient vivre soumis aux États-Unis, mais avec un homme comme Trump aux commandes, c'est difficile pour un Allemand. Oui, c'est vraiment particulièrement difficile. Jusqu'où, selon vous, cette volonté de réarmement allemand, jusqu'où cette volonté justement de mordre, comme vous dites, peut aller avec un chancelier comme Friedrich Merz? Je ne sais pas, il y a des phases. Ça fait partie de ces éléments d'incertitude. Les seules certitudes, les choses qu'on peut voir se profiler, c'est... je commence à voir comment tourne la présidence américaine dans son rapport à la Russie et à la Chine. Les deux grandes... je pense que ce qui explique ces agressions américaines contre le Venezuela, contre le Groenland, peut-être demain contre l'Iran, c'est une admission de la défaite face aux Russes et face aux Chinois. Défaite militaire, défaite économique. Je crois que vers le mois de mai... En quoi ce serait une admission de cette défaite? C'est-à-dire qu'ils ont compris... Est-ce que ce n'est pas une contre-attaque? Non. Si tant est qu'il y ait un conflit comme vous le dites. Mais... Justement, c'est-à-dire que Trump est arrivé sans doute avec des illusions sur la capacité de négocier avec les Russes. J.D. Vance, lui, avait bien compris que c'était fini parce que les États-Unis n'ont pas la capacité à produire les armements nécessaires. Trump a essayé sans doute de faire quelque chose et je pense que vers le mois de mai-juin, ils ont compris que Poutine serait inflexible. Et à ce moment-là, la main est passée, je dirais, du Patagone, qui n'avait plus les ressources, etc., à la CIA. Et un nouveau type d'agressivité vis-à-vis de la Russie s'est mis en place. La CIA a, à ce moment-là, encouragé les Ukrainiens à taper sur les installations pétrolières russes. Donc il y a un état de guerre de guérilla. C'est un empire au rabais, en fait, qui mène une stratégie de retardement
en Ukraine. Donc on peut, la reprise de cette activité de la CIA contre les Russes permet de voir le moment où les Américains ont admis qu'ils ne feraient pas fléchir Poutine par la discussion. Et puis, en octobre, lorsque Trump a rencontré Xi à Busan, en Corée, ça, c'était l'Amérique pliant économiquement devant la Chine. Et donc, la réalité de la situation mondiale, je ne sais pas, c'est pas ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est Trump tout-puissant, faisant ce qu'il veut. Mais la vérité, c'est qu'il fait tout ce qu'il veut dans sa sphère de domination. C'est Trump s'agitant, plutôt, votre thèse, plutôt que Trump non, c'est Trump faisant peser sur ses alliés et dans sa sphère de contrôle résiduelle une sorte de rage ou de volonté de démonstration de puissance, de retardement, parce que face aux Russes et face aux Chinois, la défaite est admise maintenant. Et le problème, c'est ce qui est vraiment... Je compatis avec les gens qui nous gouvernent et qui n'ont pas encore compris. Je veux dire, c'est vraiment... Je veux dire que pour les fidèles des États-Unis, ces jours-ci, en France, en Allemagne, au Danemark, ça doit être très dur d'admettre ce retournement de l'allié contre soi. Est-ce que la Russie, selon vous, a intérêt à accepter le plan de paix américain en Ukraine? Non, mais il n'en a jamais été question. Les Russes... Je me souviens, la dernière fois que nous avions parlé, j'avais annoncé... C'était il y a un an. C'était il y a un an, et j'avais annoncé, n'écoutez rien de ce que les gens vous disent sur les négociations, les Russes vont aller, ils s'arrêteront quand ils auront pris Odessa. Maintenant, tout le monde parle d'Odessa. Maintenant, on le sait. Donc, les Russes... prévoir concrètement, ça veut dire prévoir encore... si tant est qu'ils arrivent à cet objectif, et que ce soit vraiment leur objectif, mais prévoir au moins encore 6 mois de conflit. Oui, au minimum, parce qu'ils font leur guerre à leur rythme, je dirais d'une façon assez lente. Je pense que ce qui va apparaître là, c'est que le comportement complètement erratique de Trump a répandu dans le monde, répand petit à petit l'idée que l'Amérique est plus dangereuse que la Russie. Et donc, les Russes ne vont plus avoir à faire semblant de négocier. Parce qu'ils faisaient semblant de négocier pour faire plaisir aux autres pays des BRICS, pour faire plaisir aux Brésiliens, pour faire plaisir aux Chinois, pour faire plaisir aux Saoudiens. Maintenant, comme tout le monde a en dehors, même maintenant en France, je veux dire, ce qui devrait apparaître petit à petit, c'est l'idée que les États-Unis sont beaucoup plus dangereux que la Russie pour la paix de la planète. Et donc les Russes ne vont plus avoir à se gêner. Et logiquement, c'est une semi-prédiction, ils devraient taper plus fort et visiblement pour essayer de conclure la guerre. Dans La défaite de l'Occident, justement, votre dernier livre passionnant, qu'on recommande encore aujourd'hui, qu'on recommande plus que jamais, vous pronostiquez la victoire de la Russie, mais n'est-elle pas, et ça fera le lien avec un autre sujet qu'on va aborder un petit peu plus tôt, mais un peu plus tard, mais n'est-elle pas condamnée à terme par sa démographie? Non, mais tout le monde est condamné à terme par sa démographie. C'est-à-dire que... Même la Chine. Surtout la Chine. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on vit actuellement avec la Chine est une montée en puissance technologique tout à fait extraordinaire. Ils sont en train d'arriver, ils sont en train de dépasser les États-Unis dans toutes sortes de secteurs. Mais la fécondité chinoise, qui est à 1,1 enfant par femme, je crois que les Russes sont à 1,5. On se rapproche des Russes, nous maintenant, on doit être à 1,56 d'après le dernier chiffre. Elle est catastrophique. Si vous regardez, la Chine et l'Inde sont des pays de taille comparable, avec 1,4 milliard d'habitants. Maintenant, la Chine est un peu plus bas parce que sa population a commencé à diminuer. Mais représentez-vous que chaque année en Inde, vous avez 22 millions de naissances. En Chine, 9 millions. C'est-à-dire que la contraction de la population active chinoise va être extrêmement violente. Mais ça n'est pas pour tout de suite. C'est pour après le règlement du rapport de force militaire et économique. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne crois pas du tout à la généralisation de la guerre après l'effondrement des États-Unis. Le monde, ça sera un monde de basse pression démographique,
qui aura tellement de problèmes démographico-économiques à régler qu'il sera contraint à la paix. Si les États-Unis arrêtent de susciter des guerres partout. À supposer que on connaisse donc cette configuration-là, celle que vous décrivez, Emmanuel Todd, est-ce que, justement, j'en reviens à la Russie, comment la Russie se retrouve? Est-ce qu'elle n'est pas quand même condamnée à moyen terme en raison de son érosion démographique et du dynamisme négatif que ça induit? C'est-à-dire qu'ils ont, je l'avais dit d'ailleurs dans la défaite de l'Occident, ils ont un temps limité pour une politique militaire très active. Je l'avais évalué à 5 ans. Je pense qu'ils auront fini leur guerre dans les temps. Ensuite, il y a des classes creuses, mais ils ne seront pas condamnés en termes de chute de puissance, puisqu'on est tous entraînés dans un déclin démographique. On va rentrer dans un monde de basse pression. Le général de Villiers, sur ce plateau, justement, dans le cadre de ce monde de basse pression, plaide, lui, pour un réarmement d'urgence de la France. Est-ce que vous partagez son cri d'alerte et son appel? Je veux dire, un certain degré de réarmement est certainement nécessaire, mais un réarmement de sécurité adapté. C'est-à-dire... Qu'est-ce que vous appelez un... C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à l'évolution des techniques militaires. C'est-à-dire, par exemple, construire un porte-avions, 10 milliards dans un porte-avions, dans la mesure où les porte-avions deviennent des cibles pour missiles hypersoniques, etc. Je veux dire, ça ne sert à rien. Vaut mieux intensifier dans le hacking et dans la cyberguerre et dans les drones, c'est ce que vous dites ? Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais l'utilisation des drones et des choses comme ça. Mais il ne faut pas non plus, comment dire, l'un des éléments fondamentaux de la folie occidentale, c'est l'idée qu'on est à la veille d'une agression russe. Moi, je disais, c'est justement... Vous n'y croyez pas? Vous n'y croyez toujours pas? Mais je veux dire, vous évoquez vous-même la faiblesse démographique de la Russie. La Russie a un objectif, reconquérir les terres de la vieille Russie, incluant la nouvelle Russie jusqu'à Odessa, et puis ils vont s'arrêter. Mais moi, je m'intéresse à la dimension psychologique bizarre de la situation, qui va avec l'effondrement du système social. Je veux dire, cette peur des Russes est un phénomène pathologique. Vous voyez, c'est à ce point-là. Mais je veux dire, mais les Russes eux-mêmes, quand ils voient les Occidentaux, sont abasourdis de tant de... Ça doit s'expliquer. C'est une crise morale, sociale, mais je veux dire, c'est pour ça que je suis finalement assez heureux de ce qui se passe au Groenland, tant qu'il n'y a pas de mort, parce que on ouvre les comme yeux, je disais, la dimension d'égarement et de folie de l'Occident apparaît clairement. Il faut bien être d'accord. La Russie va nous attaquer et on envoie quelques troufions défendre le Groenland contre notre allié américain. C'est ça, c'est quand même... regardez, je veux dire, il y a le sujet d'un super film comique. Que vous inspire la révolte actuelle en Iran et surtout le soutien affiché au Shah? Au Shah, ça montre la main des États-Unis dans les événements. Donc ils n'ont pas complètement perdu la main quand même alors. Je veux dire, les États-Unis interviennent. La grande peur des États-Unis, c'est d'être éjectés de l'Eurasie. Et donc, s'il y a une guerre ou une guerre civile à activer quelque part, ils le feront. On pourrait d'ailleurs tout à fait interpréter la guerre entre l'Ukraine et la... Vous voyez dans la révolte qui est en Iran, qui quand même, c'est une série de révoltes depuis 2009, hein, quand même. Non, mais l'Iran est un système en évolution. Ouais. Moi, j'ai eu ça fait 20 ans que j'ai eu l'occasion de le dire ailleurs, mais il y a des moments où en riant, je disais, mais vous savez, je suis un agent iranien, car j'ai d'excellents rapports avec l'ambassade d'Iran. D'ailleurs, en juillet dernier, j'ai eu un déjeuner formidable avec l'actuel ambassadeur d'Iran, qui est un homme charmant et intelligent. Et ça m'intéresse. Ça s'appelle un diplomate. Comment? Ça s'appelle un diplomate. Bah oui, mais je veux dire, on aimerait en avoir ici, des vrais diplomates. Il y en a. Oui, ils sont juste à côté. Des gens qui parlent de façon rationnelle. Mais l'Iran est un pays qui a fait une révolution, qui a un tempérament assez pluraliste, mais dont la trajectoire est sans cesse déviée vers l'autoritarisme
par les agressions américaines, les agressions occidentales. L'une des choses que les gens ne voient pas et dont les diplomates iraniens sont très conscients, pas celui-là mais d'autres, c'est que les attaques contre l'Iran ont toujours pour objet de renforcer la main des conservateurs, de ce qu'on appelle le régime des mollahs, parce que ça met le nationalisme iranien au service du régime. Et donc on freine l'évolution de l'Iran vers la démocratie. Il y a une chose que j'aimerais dire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Rien. Je veux dire, il faut laisser chaque pays... C'est ce qu'on fait à peu près. Ah non, les Américains, il y a eu une attaque quand même israélo-américaine sur l'Iran en juin dernier, la guerre de 12 jours, qui d'ailleurs a été perdue... Non, je parle pour la population qui se révolte. Les Occidentaux. Mais, pas grand-chose. Mais je veux dire, on n'a pas intérêt à encourager des guerres civiles. Et je veux dire, je voudrais dire une chose quand même sur l'Iran, parce qu'on entend sans arrêt sur les médias le régime des mollahs, le régime des mollahs, le régime des mollahs. Non, il reste des choses de la révolution qui fut une révolution religieuse. Mais l'Iran est un pays qui a fait une révolution universitaire, technologique extraordinaire. L'Iran est un pays d'ingénieurs. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le réduire. Parce que c'est un pays comme la Russie, un pays d'ingénieurs, qui n'a pas renoncé à la production industrielle, qui produit des missiles, qui va produire éventuellement un jour, si on continue, l'arme nucléaire. Mais il faut arrêter de penser l'Iran comme un régime religieux. La vraie idéologie qui domine l'Iran actuellement, dans une phase où les mosquées sont vides et où il y a un reflux de la croyance religieuse, c'est le nationalisme. C'est pour ça que même si le régime tombait, on doit être conscient du fait que du point de vue des rapports de force et d'équilibre, le régime suivant pourrait être pire pour les Occidentaux si le nationalisme est le ressort de la société iranienne. Il y a une question que je voudrais aborder avec vous avant d'aborder la question ce que vous souhaitez pour le Figaro pour ces 200 ans. Ce sont les derniers chiffres de la natalité en France, 645 000 naissances contre 651 000 décès. Ce sont les derniers chiffres de l'INSEE. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, le démographe? C'est-à-dire, c'est vraiment très intéressant parce que très longtemps, la France a été, avec le monde anglo-américain et les pays scandinaves, une zone de préservation d'une fécondité raisonnable, à 2 enfants par femme. Alors que des pays comme l'Allemagne, le Japon avaient une sorte de fécondité implosée. Ça pouvait s'expliquer par des questions de structure familiale, de rapport entre hommes et femmes. C'est des sociétés qui permettaient aux femmes de travailler et d'avoir des enfants. Et ce qui est frappant, c'est que dans la dernière période, cette particularité de ce monde très occidental a disparu et que la fécondité française implose. Ça a certainement, pour une part, des causes économiques. Et j'avais lu... Est-ce que ça n'a que des causes économiques? Est-ce qu'on n'a pas tout fait pour cela? Est-ce que finalement, ce n'est pas une réussite, ce krach démographique, après tant d'années de malthusianisme et d'idéologie collectiviste, où en fait, on a hurlé, tempêté, dit, mais jusqu'à très récemment, mais la famille, c'est le mal, c'est la pauvreté, c'est le lieu de tous les vices, famille, je vous hais. Alors, je voudrais en parler hors idéologie. Ce qui est difficile quand on est dans une phase de basculement comme ça, et quand on appartient à sa société ou à son monde occidental, moi je suis un occidental, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe sans prendre parti. Alors, pour une part, à mon avis, quand même, la chute de fécondité a un rapport avec l'appauvrissement des jeunes générations. On peut relier à toutes sortes de choses comme le libre-échange. J'avais lu avec beaucoup d'intérêt le livre de Maxime Zbey qui s'appelle « Les balançoires vides » et qui mettait en évidence l'importance du logement, qui montrait un décalage entre les volontés, les désirs d'enfants et la possibilité d'avoir des enfants. Donc il y a certainement des causes économiques. Mais j'ai regardé la courbe attentivement, il y a autre chose qui probablement quelque part rejoint ce que vous avez dit, mais j'aimerais essayer d'en parler en anthropologue, pas de façon idéologique. Regardez, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La chute de fécondité, elle commence vraiment, la dernière, accélérée, vers 2016. Bon, si vous regardez, il y a d'autres dates.
j'ai peur d'avance d'apparaître comme un réactionnaire, mais c'est pas ça. Non, je plaiderai votre cas. Voilà, mais 2013, c'est le mariage pour tous. 2017, c'est le mouvement MeToo, balance ton porc. Qu'est-ce que c'est? C'est le résultat d'une évolution culturelle très profonde. C'est pas juste ces deux événements, c'est une évolution culturelle. Oui, mais ça commence bien avant, Emmanuel Todd. Non, la chute de fécondité, l'accélération correspond à ces mouvements. À ces deux dates. Et donc vous avez, je veux dire, des phénomènes d'institutionnalisation, d'une évolution des mœurs, des rapports entre hommes et femmes, qui font s'éloigner la famille traditionnelle qui était là pour produire des enfants. Et comment est-ce qu'on peut vraiment s'étonner d'un effondrement de la fécondité dans un pays où l'idéologie des classes moyennes est de présenter les hommes, je parle du sexe masculin, comme des individus dangereux par nature. Donc il y a la dimension économique, il y a la dimension culturelle, mais encore une fois, je ne suis pas en train de plaider pour un retour aux bonnes mœurs d'antan. Je dis qu'il faut être conscient de ce que certaines évolutions culturelles ont des implications démographiques. Le Figaro fête ses 200 ans. Qu'aimez-vous dans le Figaro? Ce que j'aime dans le Figaro, c'est le dernier média qui me laisse m'exprimer. Si vous le dites comme ça, moi je suis... Alors je sais qu'on dénonce le fascisme poutinien, mais moi j'ai vécu toute ma vie, je suis un enfant de l'establishment, mon père était un grand journaliste, j'ai écrit dans tous les journaux, je me suis exprimé dans tous les journaux, France Culture, France Inter. Maintenant je suis interdit, je n'ai jamais été aussi populaire grâce aux trucs vidéo, mais j'ai toujours été interdit partout. Et donc pour moi le dernier endroit de la presse ancienne, peut-être c'est le plus vrai, où je peux m'exprimer, c'est le Figaro. Donc, en dehors de ça, c'était le journal de mon arrière-grand-mère aussi. Merci beaucoup, Henri. On est toujours très famille avec Emmanuel Todd. Que souhaitez-vous au Figaro pour ces 200 ans? J'ai une plaisanterie personnelle. Rapidement. C'est que je dis, regardez, je suis en désaccord avec tout l'establishment intellectuel. Le Figaro est le dernier endroit où je peux parler. Je suis le nouveau Raymond Aron. qui par ailleurs était un ami de mon grand-père et témoin à son mariage. Que souhaitez-vous au Figaro pour ces 200 ans? D'un mot, un seul. De durer, de continuer à m'inviter. Merci, on continuera à le faire. Merci beaucoup. Et on recommande La défaite de l'Occident. On n'est pas forcément d'accord avec les thèses et les explications d'Emmanuel Todd dans ce livre, mais il faut le lire et il faut le relire. C'est une cure d'altitude mentale et c'est ça qu'on aime promouvoir au Figaro.